le point important ici, c'est vraiment que, par exemple, les aires visuelles primaires, qui néanmoins sont très actives, seraient actives de manière totalement inconsciente. Et oui, parce qu'en fait, étant donné qu'on n'a pas de connexion directe entre les aires visuelles primaires, ici V1 ça veut dire aires visuelles primaires, et les régions préfrontales, alors on peut considérer que ces aires visuelles primaires en fait ne constituent pas du tout un corrélat neuronal de la conscience. Donc si moi je prends des électrodes et que je les mets dans votre aire visuelle primaire, si j'arrive à faire ça, je vais voir en fait plein de choses que votre aire visuelle primaire arrive à voir. Par exemple, votre aire visuelle primaire peut arriver à voir le rafraîchissement de l'écran, elle peut arriver à voir plein de détails, mais que vous, de manière consciente, vous n'allez pas pouvoir voir. Et ça implique que finalement, l'aire visuelle primaire, elle fait beaucoup de traitements qui sont inconscients, et même si elle participe à la conscience, parce que c'est une étape nécessaire à la vision, en fait, ce n'est pas considéré comme un corrélat neuronal de la conscience, parce que ce qui est encodé de manière explicite dans l'aire visuelle primaire n'est jamais disponible, en fait, à la conscience. Donc l'idée ici, c'est vraiment que, en fait, c'est seulement à partir du moment où il y a eu certains traitements sur toute cette information visuelle de bas niveau, qui, elle, va être filtrée, et puis ensuite qui va, en fait, activer des objets que nous connaissons, qu'on utilise. En fait, c'est à partir seulement du moment où on va activer ces objets que là, on va pouvoir, en fait, envoyer, en fait, mettre en place des connexions entre le cortex préfrontal et ces aires visuelles d'assez haut niveau, et que là, on va pouvoir en fait avoir une conscience perceptive des objets que l'on voit. Voilà. Donc il y a une critique quand même. Donc il y a une critique à ce que je viens de montrer avec le cortex préfrontal, et donc c'est là qu'on commence à avoir un débat assez important entre ceux qui pensent que finalement la conscience, c'est juste de l'activité dans les aires sensorielles, donc la conscience visuelle. Hein. Je ne parle pas de la conscience de soi ou de la conscience ou de la conscience métacognitive, mais juste de la conscience visuelle, du ressenti perceptif. En fait, il y a deux types de théories. Donc il y a vraiment des théories qui, elles, pensent que finalement, c'est juste l'activité, en fait, à l'arrière du cerveau, dans les zones qui encodent les propriétés visuelles qui émergent de la conscience. Tandis que d'autres théories, comme celle du workspace, comme celle de l'espace de travail, de Dehaene et Nakache, elles postulent qu'au contraire, non, on a besoin du cortex préfrontal, on a besoin de renvoyer cette information sensorielle vers les zones préfrontales pour là, être conscient de cette information. Et donc il y a une autre théorie, effectivement, qui a été proposée, qui dit, non, je vais revenir là-dessus, donc une autre théorie qui dit finalement, non, on n'a pas besoin des zones préfrontales. En fait, donc la conscience, c'est juste en fait, de la récurrence dans le cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un retour de l'information dans le cerveau, là, vous devenez conscient. Donc, pour vous donner un exemple, ici, donc, je suis désolé, ça a été modélisé au départ chez le singe, et puis maintenant, c'est appliqué de plus en plus à l'humain. Donc, ça, c'est un cerveau de singe. Et donc, on voit qu'ici, l'aire visuelle primaire, en fait, reçoit en fait, de l'input du système lié à un stimulus. Et donc, l'activité commence à se propager, en fait, vers les autres aires du cerveau. Et donc dans cette théorie, en fait, peu importe que ce soit ventral ou dorsal, parce que ce qui importe le plus, c'est qu'il y ait un retour de l'information. Vous voyez ici les flèches bidirectionnelles. Et donc l'idée ici, c'est vraiment que à partir du moment où on commence à avoir de la récurrence, de la dynamique dans le cerveau, entre différentes zones cérébrales, et bien en fait cette dynamique dans le cerveau, c'est ça qui induit de la conscience. Alors donc on veut voir que ça c'est vraiment en opposition avec l'autre théorie, qui est la théorie de l'espace de travail, et qui, elle, dit non, oui, d'accord, il faut de la récurrence, il faut du feedback, il faut de la dynamique entre les différentes aires cérébrales, mais il faut de la dynamique qui implique non pas de la dynamique locale, donc à l'arrière du cerveau, mais de la dynamique globale, c'est-à-dire impliquant tout un ensemble de régions, y compris les régions pariétales et les régions frontales. Et donc j'ai moi-même récemment en fait participé à ce débat, parce que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait lorsqu'on présentait un stimulus, donc un objet ou un mot à l'écran, qui était finalement visible, mais auquel l'individu, l'observateur, ne prêtait pas attention. Donc, l'idée ici, c'est vraiment que
la critique, c'est vraiment que l'activité préfrontale, en fait, et ça c'est une critique qui a été faite par Lameux mais par d'autres, en fait c'est que l'activité préfrontale, elle ne reflète pas la conscience. Elle ne reflète pas la visibilité, mais elle reflète plutôt le fait que, en fait, pourquoi vous avez une explosion ici? C'est parce que ici, la différence entre ces deux conditions, c'est pas juste que finalement ici vous voyez et ici vous ne voyez pas. C'est qu'ici vous voyez, et puis vous pouvez rapporter, et puis vous pouvez mémoriser, et puis vous pouvez faire plein de choses avec ce mot que vous ne pouvez pas faire ici parce qu'ici vous ne le voyez pas. Donc il se pourrait que finalement toutes ces activités, toutes ces activations préfrontales, pariétales, etc., qui montrent que le cerveau travaille, ne travaillent pas parce que le cerveau, en fait, parce que le sujet est conscient de ce qu'il voit, mais juste parce que le sujet non seulement est conscient de ce qu'il voit, mais en plus il peut agir sur ce qu'il voit. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment que la critique, c'est vraiment que ces activations peuvent très bien ne pas refléter la conscience, mais juste la conséquence de devenir conscient. Et donc voilà, j'ai essayé de poser la question, en fait, en essayant de déterminer, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque on présente un stimulus qui est, cette fois, visible, comme c'est le cas ici, mais que, cette fois, en fait, on le présente pour des durées assez brèves, hein, très très rapides, mais néanmoins, on ne met pas de masque derrière, et on demande au sujet de ne pas se focaliser sur les mots là, qui sont écrits en minuscules, mais de se focaliser à chaque fois sur les mots en majuscules et de faire une tâche. Donc, en l'occurrence, là, il devait décider si c'était un mot qui existe ou pas, par exemple, ou alors décider si c'est un mot qui renvoie à une catégorie naturelle ou artificielle, peu importe. Le but ici, c'était vraiment de l'occuper sur ce stimulus, tandis qu'on présentait celui-ci, et de voir en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une activité finalement pour ce stimulus qui est visible, qui va en fait s'étendre aux régions préfrontales, ou est-ce que finalement, Lameux, d'une certaine manière, n'a pas un peu raison de dire que finalement l'activité restreinte aux régions sensorielles, donc une récurrence plutôt locale, est suffisante. Donc on a fait ça en comparant en fait à des conditions où là, quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas voir, parce que les stimuli étaient ce qu'on appelle masqués, donc ils sont vraiment totalement invisibles. Voilà. Et donc ce qu'on a obtenu, de manière intéressante, c'est que la visibilité, en fait, dans ces conditions où on ne prête pas attention aux stimuli qui sont visibles, en fait, est complètement restreinte. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Est complètement en fait restreinte, là on le voit mieux ici, en fait aux régions occipito-temporales, à la voie ventrale. Et donc ça indique que finalement, et donc l'aspect important, c'est vraiment qu'il n'y a absolument aucune extension vers les régions préfrontales. Donc lorsqu'on présente même un stimulus qui est visible, que l'on peut voir si on porte son attention dessus, mais qu'on ne voit pas parce qu'on ne porte pas son attention dessus, alors le stimulus va engendrer une activité qui est quand même très forte, là on peut le voir ici, mais uniquement restreint aux régions sensorielles, aux régions postérieures du cerveau, sans impliquer les régions antérieures préfrontales. Voilà, et donc ça c'est une distinction qui a été faite récemment en fait, pour expliquer toutes ces données, où cette fois en fait on ne va plus parler d'une distinction entre un traitement inconscient et un traitement conscient dans le cerveau, mais aussi on va inclure en fait ce niveau, qui est un niveau préconscient. Et donc la principale différence entre ces trois niveaux, c'est que dans le cas où c'est subliminal, en fait, l'information, en fait, elle se propage dans le cerveau, mais elle est bloquée parce qu'elle n'est pas assez forte, ou parce qu'elle est bloquée par exemple par un masque. Donc ça c'est la situation typique que j'ai montrée tout à l'heure, où en fait le stimulus est présenté pour une durée brève, et puis il est bloqué par le masque. Ça c'est la condition consciente, donc dans laquelle en fait, le stimulus, ici, va se propager à travers tout un ensemble, tout un réseau de neurones, donc impliquant différentes coalitions. Et ici, vous avez cette condition assez nouvelle, qui s'appelle la condition préconsciente, qui, elle, en fait, est une condition dans laquelle, en fait, on va avoir de l'information qui est très forte, beaucoup plus forte que dans les conditions subliminales. Donc c'est un niveau dans lequel, en fait, l'information, elle est disponible, donc elle n'est pas masquée, elle n'est pas invisible, elle est visible, mais seulement, en fait, parce que le sujet en fait, est occupé, par exemple, à faire autre chose, en fait, cette information, elle est préconsciente, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est disponible, on peut aller la chercher quand on veut, mais elle n'est pas accédée tout simplement parce que le sujet est occupé, en fait, avec un autre, à faire autre chose sur un autre stimulus. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment que là, on retrouve vraiment des activations très fortes et de la récurrence, mais cette condition est une condition vraiment